cas, bienvenue à tous et merci d'être là. Camille, Carla, Nicolas. Nous sommes 4 côté Canyon, avec Guillaume, Philippe, et Vincent que vous voyez, avec les caméras. Alors c'est le 2e webinaire de notre première saison. Nous inaugurons ce format, chez Canyon Consulting. Le premier de cette saison, sur ChatGPT a eu lieu il y a 2 semaines et est disponible, sur notre chaîne YouTube. Donc si jamais il vous intéresse, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le regarder, de le visionner, il est disponible sur notre chaîne YouTube et on peut peut-être éventuellement mettre le lien dans la conversation, pour que vous puissiez vous y, connecter ultérieurement. C'est Guillaume qui a animé qui avait animé ce premier webinaire. Donc cette première saison, est constituée de 4 épisodes. Globalement, nous sommes autour de, l'automatisation et la digitalisation des process. Aujourd'hui, on va parler, je te laisserai introduire le thème après, hein, Guillaume, de cartographie d'automatisation des process. Un format 45 minutes, 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions et réponses, du coup, enfin des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les noter dans la conversation ou à les réserver pour la fin et nous engagerons une discussion à ce moment-là. Je prends une minute de plus pour présenter Canyon Consulting pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas ou connaîtraient partiellement. Donc nous, Canyon Consulting, nous sommes une société de conseil et de formation basée à Tours, qui travaille dans le champ de la transformation organisationnelle, managériale, stratégique et digitale. Et nous accompagnons des sociétés de toute taille, également, mais voire même principalement des établissements publics ou organismes de droit privé avec impact social, sociétal ou environnemental positif. C'est un de nos engagements forts. Et nous sommes 9 dans l'équipe avec toute une panel d'expertise diverses et variées. Et le principe de ces webinaires, c'est justement vous montrer aussi un petit peu ce qui se passe chez nous en termes de réflexion, parce que nous avons une démarche apprenante et d'innovation très forte. C'est aussi un peu l'objet de ces webinaires, de créer des points de rencontre et de partager un petit peu des choses sur des thématiques très précises sur lesquelles nous pouvons échanger en petit comité. Voilà pour l'introduction. N'hésitez pas à consulter notre site internet si vous avez plus besoin ou échanger sur l'entreprise également en fin de webinaire si vous le souhaitez. Guillaume, à toi. Eh Et bien, merci merci beaucoup. pour cette introduction. Aimon, donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de process, mais globalement, en fait, la saison est vraiment considérée à comment gagner du temps dans nos tâches. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire une vue un peu globale de différents outils qui existent sur le marché, de philosophie, pour voilà, comment est-ce que finalement on peut optimiser les organisations. Donc, du coup, on est vraiment sur une thématique qu'on va appeler donc des organisations apprenantes. Et là, l'idée, c'est effectivement comment structurer son organisation par la cartographie et l'automatisation des process. Quand on parle alors, si vous avez des questions pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à les écrire. Il y a un petit onglet en haut qui s'appelle Q&A, donc juste pour poser des questions, vous écrivez dans le chat ou vous les marquez sur un petit bout de papier. N'hésitez pas pour qu'après on puisse animer une petite discussion ou questionnement que vous pourriez avoir sur vos organisations ou de façon plus globale sur ça. Alors, quand on parle d'organisation apprenante, on parle de quoi? En fait, on parle d'une organisation qui est capable de s'adapter aux changements dans un temps au plus proche du réel. C'est-à-dire que nous, notre parti pris, c'est de penser les organisations un peu comme un organisme vivant et si on n'est pas capable de s'adapter en temps réel, du coup, l'organisme, donc l'organisation risque de se détériorer, assez rapidement. Donc lorsqu'on parle d'organisation apprenante, on va au-delà de l'individu. C'est ça que nous, chez Kenyon, on fait la différence entre organisation apprenante et la position d'apprenance. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, l'apprenance est à l'échelle d'un individu et c'est cette capacité à pouvoir s'ouvrir, à pouvoir apprendre, se questionner, critiquer, voilà, cette notion de feedback qui permet effectivement d'un individu puisse grandir et apprendre à apprendre, en fait. Une organisation apprenante, c'est la même chose, sauf que c'est à l'échelle de toute l'entreprise. Donc, comment est-ce que l'entreprise est structurée? Comment est-ce qu'elle est organisée pour pouvoir avoir cette notion-là de grandir collectivement en tant qu'une forme d'unité?
Et pour parler d'organisation apprenante, du coup, on a pas mal de structuration à mettre en place, de questions et notamment, voilà, plus 6 grandes questions qui sont faisables. Donc la première, c'est lorsqu'on veut commencer à structurer son organisation en mode apprenant, en mode apprenance, du coup pour l'organisation. Première question, c'est quelle est la fonction principale qu'on va se poser? La seconde, si en fonction de cette fonction-là, on va réfléchir à une architecture fonctionnelle. Ensuite, on va se poser la question des ressources internes et externes dont j'ai besoin. On va passer au mode de fonctionnement et ça va être notre focus pour aujourd'hui. Mais une fois qu'on a fait ce mode de fonctionnement-là, on se pose la question de système d'information optimal pour permettre ce mode de fonctionnement. Et la dernière question, c'est les environnements matériels et immatériels pour manipuler ces informations. Par exemple, je vais prendre, pour 2 exemples un peu concrets. C'est si l'entreprise, décide d'avoir un mode de fonctionnement très siloté pour des raisons d'ingénierie, de propriété intellectuelle, de tout ce que vous voulez. Du coup, le système d'information, pour le coup, va devoir être un peu plus compartimenté. Si l'entreprise décide d'avoir un fonctionnement beaucoup plus ouvert, alors le système d'information va être un petit peu plus ouvert. C'est un peu le rapport entre les 2. Entre les 2, Heu j'ai un j'ai écho. un écho. Je sais pas, OK, c'est bon. Merci beaucoup. Donc le design, la cartographie et l'automatisation de process, donc du coup, s'intègrent dans cette démarche-là de structuration. On parle, nous, donc je viens juste d'introduire d'organisation métabolique, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, au même titre qu'un corps humain, une organisation est une usine de traitement de l'information. Donc on est des usines un peu classiques, on traite de la matière, mais une entreprise, en fait, la clé, ça va être vraiment le système d'information et comment est-ce que l'information va circuler d'un individu à une autre pour que tout puisse, se synchroniser dans une forme de chorégraphie évolutive des actions, des temps et des espaces. Je mets l'accent sur le terme évolutif, c'est-à-dire que souvent on a cette idée de process, qu'on rapproche rapidement à procédure et une procédure, ça doit être figé, doit être la même, pendant longtemps parce que c'est comme ça qu'on a fait pendant 20 ans et que ça fonctionne bien. Non, un process est évolutif, il change, il en fonction des différentes ressources, des différents outils qu'on va utiliser, il va aussi évoluer et c'est un outil qui justement qui va traduire ce développement en fait de l'entreprise. Donc, on parle d'organisation en poupée russe, mais ça, tout le monde le sait, c'est qu'on a la personne morale, l'identité globale qui est structurée, par exemple, dans des directions. Les directions sont structurées en services, les services en équipes, les équipes en sous-groupes, enfin. Et du coup, on a une sorte de vue un peu fractalienne qui décompose au fur et à mesure l'entreprise dans des sous-unités pour pouvoir avoir une meilleure gestion. On peut parler rapidement des entreprises dites libérées à plat. Ça, il faut savoir que ça ne fonctionne pas lorsqu'on grossit, ça peut fonctionner à 5 personnes où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'organisation précise. Mais lorsque l'entreprise grandit, c'est compliqué d'avoir cette organisation à plat. L'information se disperse beaucoup trop, personne ne sait qui doit faire, donc chacun est entre guillemets responsable de sa propre tâche, ok. Mais souvent, on a beaucoup de burn-out dans ce type d'organisation parce que du coup, chacun se met un peu la pression. Les recrutements sont beaucoup plus longs. Donc, quand on voilà, toutes les études montrent que lorsqu'on passe un seuil de développement en termes de ressources humaines, il faut passer sur un mode un peu plus structuré. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que dit un mode de hiérarchie, ne veut pas dire genre c'est le patron qui décide et tout le monde s'en suit. Non, on peut très bien mettre des démarches de montantes, donc de l'équipe vers la direction dans cette structure-là un peu plus structurée et hiérarchique. Donc, il ne faut vraiment pas faire cet amalgame. Non, parce qu'on est à plat, du coup, tout le monde peut donner son avis. Parce on est structuré un peu plus d'un point de vue à l'ancienne hiérarchique, ça veut dire que plus personne ne peut donner son avis. Non, c'est pas, c'est plus simple. Donc, quand on parle de process, on a à peu près cette réflexion-là. On va commencer par ce qu'on appelle des macro-process. Donc, les macro-process résument les interactions globales entre les différents corps fonctionnels de l'organisation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va dire, bah, voilà, en gros, comme on a sur l'écran, là, vous avez, la partie commerciale qui récupère le client. Une fois que l'offre est faite, ça va au niveau de la méthode qui structure le programme. Une fois que le programme est structuré, ça envoie à la production. Une fois que ça a été produit, on fait un contrôle qualité, pour voir si ça fonctionne. Une fois que tout est fonctionné OK, on passe à la logistique qui va livrer le produit. Donc je reviens un peu sur cette slide, j'ai oublié de décrire ce petit schéma. Donc là, vous avez des ressources, par exemple, et c'est à peu près la clé
d'une entreprise, c'est qu'on va récupérer des ressources dans un environnement externe. Ces ressources vont rentrer les informations dans l'organisation. Ça va être traité par différents individus, logiciels, actions, tâches pour produire, soit un produit, soit un service qui, lui, va être mis en place dans l'environnement et après on peut avoir un retour puisque du coup, normalement, les résultats de ce produit-là, sont récupérés et les ressources, sont réutilisées pour, améliorer, pour mettre en place tout ce qui est l'amélioration continue. Donc on a passé nos macro process. Lorsqu'on zoome un petit peu, on arrive sur les process. Donc les process, en fait, résument donc à l'intérieur de ces grandes cases, qui doit faire quoi, avec quoi. Donc qui doit faire quoi, avec quoi, donc quel logiciel, quel outil. Et éventuellement avec qui d'autre, c'est la tâche est collaborative, à quel moment et pourquoi. Donc ces 2 dernières choses sont hyper importantes. À quel moment? C'est parce qu'en fait, la clé de ces organisations-là, c'est d'avoir la bonne dose d'information au bon moment. Si, on n'a pas ça, ça crée ce qu'on appelle une forme d'épilepsie organisationnelle. Et l'exemple le plus classique, c'est, un mail copie la terre entière. Ça, par exemple, lorsque vous faites ça, vous balancez une quantité d'informations à plein de personnes qui, à la base, ne sont pas forcément destinataires ou en tout cas, ça ne les concerne pas. Ils se posent la question de: «Pourquoi est-ce que j'ai reçu ce message? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que j'ai une action?» ou quoi que ce soit. Donc là, ça disperse en fait l'énergie de l'organisation et ça risque de la ralentir. Donc la clé, c'est toujours de savoir envoyer la bonne information au bon moment. Donc c'est un collaborateur doit savoir ce qu'il doit faire, à quel moment et le pourquoi est important puisque du coup, tout ça doit avoir un sens et c'est la première clé des process. Lorsqu'on fait cette cartographie, du coup, la personne, le collaborateur voit sa place dans cette espèce de grande horlogerie, ces rouages pour dire que voilà, si je ne fais pas cette action-là qui m'est demandée ou cet ensemble d'actions, en fait, toute la chaîne est coupée et toutes les personnes derrière ne peuvent pas travailler. Donc chaque poste dans une organisation est important, chaque a sa fonction et c'est important que le collaborateur puisse le comprendre et s'en servir. Donc ça, c'est la partie des process. On peut encore zoomer un petit peu plus et là, on va arriver sur, les modes opératoires, mais j'ai oublié de changer mon titre. Donc sur les modes opératoires et les modes opératoires, eux, c'est qui doit faire quoi, avec qui d'autre, à quel moment, pourquoi et surtout comment. Donc le mode opératoire va commencer là où le process était un peu global, genre, voilà, il faut écrire, il faut, faire, je sais pas, il faut contacter, certaines personnes. On ne dit pas exactement la méthode de contact. Donc c'est là où l'expertise rentre en jeu. C'est la personne qui est dans cette fonction-là. Du coup, elle a développé ses méthodologies, ses façons de faire, donc ça, son expertise. C'est pour pouvoir, faire cela. Le mode opératoire, justement, on va lui demander à cette personne-là de dire: exactement, dis-nous exactement comment tu as fait pour avoir ce succès-là, parce que nous, ça nous intéresse, parce qu'il faudrait qu'on le reproduise pour, d'autres personnes, d'autres services, d'autres équipes». Le mode opératoire il est un petit peu plus précis et lorsqu'on va parler d'automatisation, souvent on fait, mais moi le premier, on fait des raccourcis un peu trop d'automatisation de process et on automatise rarement les process, mais c'est les modes opératoires qu'on va automatiser. Ce sont les petites tâches que les personnes vont faire pour pouvoir les répéter et qu'une machine puisse le faire, automatiquement. Avant tout ça, donc du coup, une fois qu'on a ça, la clé, c'est en fait faire de la cartographie. Donc la cartographie, de process, donc je vais vous montrer un exemple. Hem, la norme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le BPMN 2.0 qui s'appelle le Business Process Model and Notation, qui est, un système de cartographie, de code graphique et visuel qui permettent de bien architecturer les différents process. À la base, ils ont été créés vraiment pour avoir ce savoir où va l'information dans l'organisation et les interactions qu'il y a entre les différents acteurs. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. Ça, c'est pour plus tard et je vais vous prendre celui-là. Donc là, par exemple, c'est un process donc Calliope pour, le bilan de compétences car, on fait des bilans de compétences et là, vous avez différentes formes de notation. Donc là, par exemple, ça il est assez simple pour un process. Mais vous avez des points de départ qui sont comme ça. Vous avez ça, ce sont des sous-process. Donc, par exemple, l'information collective, il va avoir, justement un autre process à l'intérieur qui va un peu plus le décrire. Là, vous avez souvent alors ce qui est important de savoir, c'est que chaque activité, donc ça, ce sont ceux-là, chaque activité va produire un document, une information.
Nous, on le modélise sur ce format-là. Alors c'est pas des informations qui sont souvent dans le BPMN, c'est quelque chose que nous, on a rajouté parce que c'était nécessaire de le faire pour la compréhension. C'est chaque activité produit quelque chose et donc du coup, cette production, bah, devient ressource d'une nouvelle activité. Vous avez des chemins parallèles, là, c'est spécifique, donc c'est soit ce chemin-là, soit ce chemin ici. Et là, vous avez des activités dites parallèles, c'est-à-dire que là, les 2 se font en parallèle et en même temps. Et vous déroulez tout ça, votre process, au fur et à mesure. Parfois, vous avez des fins de process et vous l'organisez et vous l'architecturez avec des informations pour que la personne puisse lire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est que ce process, entre guillemets, lorsqu'une personne prend un poste, ben, en fait, en lisant cela, elle doit pouvoir reproduire, c'est comme en science, tout doit être reproductible. Elle doit pouvoir reproduire exactement les différentes actions sans forcément avoir demandé à quelqu'un d'autre. C'est hyper important aussi de penser aux relations de cause à effet. Si par exemple, on part du principe que, là, il y a la planification de l'entretien préliminaire, on ne peut pas imaginer de faire une planification si avant, il n'y a pas cette étape d'inscription ou cette étape de réception d'inscription à un entretien préliminaire. Donc il faut vraiment réfléchir à chaque fois à ce qu'on appelle des phénomènes de cause à effet pour vraiment avoir ce et ne pas manquer une case et que tout soit vraiment cohérent et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de cartographie de process qu'on peut faire sur une norme, qui est assez, qui est celle qui est utilisée un peu par tout le monde, pour pouvoir produire. Donc ça fait des belles cartes, assez longues et puis du coup, ça peut être assez, enfin c'est assez visuel, assez sympathique et on peut facilement les imprimer. Donc, on repasse là-dessus. Donc, une fois qu'on a fait cette cartographie, donc cette cartographie, c'est vraiment ce qu'on appelle la fondation. Vous pouvez rien faire d'autre. Pas d'automatisation, pas de process mining, de tout ce qui va être derrière, de robotisation, si cette étape n'est pas faite. Donc, pour pouvoir faire cette étape-là, ben, du coup, c'est tout un, ben, aussi tout un process, parce que les process se répondent aussi à des process. Donc, pour faire un process, il faut créer un process. Mais en gros, vous devez faire toute une série d'entretiens avec les différents collaborateurs des ateliers pour comprendre comment est-ce que l'organisation fonctionne aujourd'hui. Donc on fait l'existant et après souvent on essaie d'améliorer ces process-là justement pour les optimiser, pour voir comment est-ce qu'on va fonctionner demain. Mais vous devez faire cet exercice-là. Déjà c'est important pour les collaborateurs de eux-mêmes se poser la question de: «OK, bah, finalement c'est comme ça que je fais, d'accord, c'est super intéressant» et de 2 pour capitaliser cette expertise, ces savoir-faire en fait que vous avez accompagnés, enfin dont les collaborateurs ont produit. Il faut savoir que donc quand on parle de comptabilité d'actifs immatériels, ben, tout cela, le savoir-faire, le fait que vous ayez investi dans la formation de vos collaborateurs, bah, c'est des choses même qui, économiquement parlant, peuvent être valorisées, au sein de votre entreprise. Donc le fait de faire cette démarche-là, qui est très orientée, ce qu'on appelle du knowledge management, donc très orienté, management des connaissances, est hyper important parce que du coup, ça structure et ça mène aussi des preuves, comptables, en fait, pour pouvoir, bah, du coup, valoriser tout ce travail-là. Une petite étape en termes d'outils, puisque du coup, une fois qu'on a cartographié ces outils-là, ben, enfin ces process-là, il y a plein d'outils qui peuvent être derrière. Donc Lucidchart, je peux vous remonter, c'est l'outil que nous on utilise aujourd'hui après notre veille. C'est un des outils, que enfin moi personnellement, que je trouve le plus performant. Puisque du coup, on peut même le connecter sur des bases de données, on peut faire pas mal de choses. Il a vraiment été bien pensé et il évolue, très, très bien aussi sur, des fonctionnalités de tableaux, aussi de tableaux, par exemple. Là, vous avez des activités visuelles si vous voulez animer des ateliers à distance et tout ça, c'est du contenu dynamique. Donc ça permet à chaque fois de récupérer un peu de données ou autre chose. Donc c'est vraiment un super outil, un fonctionnement d'onglet qui est similaire à celui d'Excel, mais ce qui permet, bah, effectivement d'architecturer tous les process dans un papier et après on peut faire un extract PDF de tout ça en one shot. Donc du coup, c'est vraiment un super bel outil. Nous, on l'utilise, on est assez contents, donc on voilà, on le promeut un peu et puis on en parle. Derrière, vous allez avoir des outils de pilotage et automatisation de process. Donc, vous avez plusieurs, vous avez Papfy, Process Street, Process Maker. Ça, ce sont des logiciels, alors j'ai pas forcément d'exemple parce qu'on n'a pas de compte dessus, mais ce sont des applications qui permettent en gros de, pré-rentrer vos process. Vous allez faire des templates, des modèles de process. Ça va être un modèle, par exemple, onboarding d'un nouveau collaborateur. Ça va être un modèle de ben, voilà, gestion d'une appel d'offres. Et vous allez rentrer toutes les différentes tâches. Et vous allez dire, il faut faire telle tâche. Cette tâche doit être faite par telle personne qui a telle fonction. Ensuite, ça va être envoyé à cette personne qui devra faire ça.
Puis du coup, le document, va rentrer, on a besoin de ça et vous pouvez rentrer dans chaque tâche les documents dont vous avez besoin, les documents qui vont être produits là-dessus et puis du coup, vous avez ces modèles qui structurent, donc qui ressemblent à un gestionnaire de tâches. Bah, dès que vous appuyez sur play, bah, du coup, ça lance ce process et ça permet aussi au manager de pouvoir voir, bah, qui a lancé quel process et où est-ce que les gens en sont dans le process. Donc on est vraiment sur du pilotage et une forme d'automatisation parce que du coup, de plus en plus, tout comme les 2 plateformes qui est juste derrière qui s'appellent Appian et Kissflow, sont des app non ce qu'on appelle des plateformes all in one, donc du coup qui vont accompagner, toute la gestion de l'information slash des données, donc en créant des applications par exemple en no code, donc ça c'est un peu on en parlera là au prochain webinaire, jusqu'à l'analyse des données et des dashboards. Donc aujourd'hui. Un truc assez rigolo avec Process Suite, c'est pour faire le lien avec le ChatGPT. Process Suite a intégré ChatGPT dans leur système et donc maintenant dans Process Suite, on a juste à dire: «Bah, est-ce que tu peux me créer un process, qui me permettra de, mieux, gérer, mes contrats, lorsque j'ai des contrats spécifiques qui sortent?» et ben, automatiquement, il va créer tout le process, toutes les tâches. Vous pourrez les modifier parce que rien n'est jamais parfait, bien sûr, mais du coup, ça fait quand même une bonne partie du travail et leur façon de l'avoir intégré est quand même super, super intéressante. Donc n'hésitez pas à prendre en note ces différentes applications, les fouiller, regarder des reviews. En tout cas, moi, je les trouve plutôt intéressantes. Donc une fois qu'on a fait cette première partie donc qui est vraiment structuration, donc cartographie, structuration, pilotage, donc accompagné ou non par un logiciel. Alors après aussi, vous pouvez toujours utiliser Teams, hein. On a prévu aussi à un moment de faire un webinaire sur Teams. Teams intègre quand même pas mal d'applications et de fonctionnalités. Donc Planner qui permet de gérer des tâches, on peut faire voilà, quelques modèles, on a des listes, donc on peut faire quand même beaucoup de choses avec Teams. Et souvent, et donc c'est intégré dans nos forfaits. Il n'y a pas forcément besoin de passer à des outils, mais si vous voulez vraiment avoir cette structuration en mode BPM, ce qu'on appelle Business Process Management, regardez bien ces applications parce qu'elles vont aider à structurer toute l'organisation, sous ce système. Une fois que cette partie est faite, bah là, on peut passer à ce qu'on appelle donc la RPA, donc Robotic Process Automation, qui permet d'automatiser tout le traitement de l'information. Et le but, c'est la manipulation, la formalisation et la transmission de la donnée. Quand je dis manipulation, c'est-à-dire en gros, on va récupérer des datas qui vont arriver d'un site internet, on va les formaliser dans un document qui va être peut-être un PowerPoint, et après, on va pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Et c'est là où j'ai marqué, l'échec de la GED, c'est là où on se rend compte que pendant longtemps, la GED, donc qui est la gestion électronique des documents, se focalisait sur un document et en fait, plus on arrive dans l'évolution des organisations, plus la focalisation n'est plus le document. Le document ne fait qu'incarner une photo, un état de la donnée ou de l'information à un temps T et donc on fait une photographie. Mais ce qui est important, ce sont les informations qui sont dans ce document-là et c'est celles-là qu'on veut capter, c'est pas le document en lui-même. Parce que c'est elles qui va nous permettre de faire de l'analyse potentiellement sémantique par exemple sur des textes, et qui va pouvoir être redistribué. Notion, qui est aussi un outil auquel on pourra faire un webinaire dessus à un moment donné, est un super outil et pour le coup, lui, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont focalisés sur l'information, sur les blocs d'informations qui peuvent être recyclés, qui sont recyclables à travers tout le software et qui permettent d'avoir une meilleure gestion de la connaissance et donc une meilleure gestion de la donnée. Donc quand on parle de ça, je vais vous donner un exemple. Donc on a 4 grands outils, qui existent aujourd'hui sur le marché. En tout cas, c'est, non, je veux dire semi-professionnel. Après, on peut passer sur du SAP, Salesforce, mais on n'est plus non plus sur le même univers, on va dire tarifaire et d'accompagnement et de mise en place. Mais vous avez par exemple Make.com qui est enseignement Integromat, je vais vous montrer un petit exemple, là dans pas longtemps. Zapier qui est son concurrent. Donc Zapier, c'est un des premiers à faire cette automatisation donc à travers, donc ils ont des philosophies particulières. Raccourci, qui est assez rigolo puisque Raccourci en fait c'était vraiment historiquement parlant, c'est le premier dans les premiers Mac s'appelait Automator, qui était vraiment quelque chose qui permettait de faire des workflows automatisés de traitement. Vous pouvez récupérer tel fichier, les mettre dans un dossier, renommer tous ces fichiers-là, redimensionner les images, les envoyer sur tel dossier. Tout ça, on pouvait faire ce workflow pour faire ça automatiquement. Donc aujourd'hui dans l'univers Apple, il s'appelle Raccourci. Mais en fait, initialement, c'était ce truc-là. Et vous avez Power Automate. Power Automate qui est aujourd'hui l'outil automaton de Microsoft, qui est très chargé en fonctionnalité, un peu moins en usabilité, c'est-à-dire qu'il est un peu plus complexe à prendre en main que Make ou Zapier. Mais du coup, il est toujours aussi intéressant. Bref, la philosophie globale de ces applications, bah, c'est de pouvoir balancer la donnée d'un outil à un autre. Je vous donne un exemple. Donc, on présentera la semaine prochaine, tout un travail qu'on a fait en interne sur, une application en no code
Et la première partie de cette application-là consiste à extraire les données des calendriers de nos collaborateurs pour les envoyer dans, des tableaux Excel qui servent de base de données pour notre application-là. Et ça, on l'a fait via Integromat, donc Make. Et là, vous avez différents snippets qui permettent de faire différentes actions. Par exemple, le premier, il va nous permettre de lister les calendriers de toute l'entreprise. Donc j'ai les calendriers qui sont là, qui va les tirer. Une fois qu'il a tiré ces calendriers-là, il va aller me chercher des événements. Les événements, je vais les filtrer parce qu'il y a des événements qu'on veut extraire, qu'on ne veut pas voir. Donc, du coup, je fais des filtres. Une fois qu'on a fait ce filtre-là, on va créer des variables. Donc, c'est là où on est à cheval entre ce qu'on appelle du no-code, mais ça demande d'avoir quelques connaissances en informatique, puisque du coup, on crée des variables. On va splitter du texte, par exemple. On va couper du texte en deux. On va configurer d'autres variables et on va stocker ça dans une base de données. C'est ce qui va nous permettre de vérifier, est-ce que l'événement a déjà été créé ou pas. Et une fois, on a un routeur, donc soit à gauche, parce que l'événement n'existe pas, donc du coup, je vais créer une nouvelle ligne dans mon tableau et je vais stocker dans cette donnée-là qu'on va récupérer ici. Soit derrière, je vais, du coup, mettre à jour, la ligne du système pour pouvoir, donc ça, c'est un exemple qu'on peut avoir d'automatisation qu'on peut faire. Donc nous, on l'a fait en tirant de calendrier, mais on pourrait aussi imaginer, à partir du moment où je pourrais pu envoyer un message sur un groupe Teams pour dire: «Ah bah, voilà», en disant: «Bah, voilà, félicitations, merci beaucoup». J'aurais pu, demander de récupérer des informations, d'un CRM pour pouvoir les compiler dans un système, dans une facture ou dans un mail personnalisé. Je peux automatiser pas mal de choses en marketing. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui s'inscrit à la newsletter, automatiquement, ça va envoyer un email en disant: «Merci beaucoup, j'ai hâte», on peut automatiser beaucoup de choses et là, on est vraiment sur l'automatisation du mode opératoire pour éviter de manuellement appuyer sur export en .csv, le mettre dans un truc, faire un copier-coller sur mon tableau Excel, remplir un autre tableau pour que je sais pas quoi et d'avoir tout ce travail-là. Donc ça, c'est un exemple. Donc Zapier fonctionne à peu près pareil, beaucoup moins graphique, donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser, Integromat qui aujourd'hui s'appelle Make, mais là, alors ça, c'est un bon exemple, je vous remets la présentation, faites attention lorsque vous nommez vos produits. Parce que moi, quand on travaille sur ce type de système, je fais pas mal de recherches, notamment pour avoir les documentations. Mais quand on tape sur Google, Make, et que ça, du coup, il prend Make comme un nom. Donc du coup, c'est impossible de trouver toute la donnée qui est sur le site Make. Donc je suis encore obligé de taper Integromat pour avoir accès à cette information-là. Donc ça, c'est juste un exemple lorsqu'on choisit ces noms d'un produit, on doit prendre en compte effectivement le nom, mais aussi toute l'expérience utilisateur qui va être derrière. Une fois que vous êtes passé à cette partie voilà, d'automatisation robotique, donc qui va vous demander après cette cartographie, de comprendre vraiment comment est-ce que la donnée est faite pour pouvoir l'automatiser et faire gagner du temps à vos collaborateurs. Donc là, vous allez passer en mode automation. Et la dernière étape, qui s'appelle le process mining, qui vient de l'industrie, qui était effectivement, plus l'industrie s'est robotisée, plus on avait des indicateurs et des capteurs, et plus on pouvait voir dans la chaîne où est-ce que ça bloquait, où est-ce que ça bloquait pas. Et ce qui permettait d'améliorer la chaîne de production. Donc aujourd'hui, on le fait aussi, mais c'est de travail de data. C'est-à-dire qu'en gros, Power Automate le fait. Ils ont ce système-là qui va, du coup, enregistrer les différentes actions qu'une personne fait sur un ordinateur en fonction du process qui lui a été mis en place. Il va pouvoir calculer cette tâche prend, beaucoup de temps et proposer des améliorations derrière. Donc du coup, on vous propose de faire ça et donc l'avantage et après quand on va rajouter, Copilot, ça va encore beaucoup plus puissant, mais du coup, on va avoir ce process mining, cette capacité à effectivement à prendre des points de capteurs, des points dont on prélève de la donnée pour savoir combien de temps le collaborateur ou, la personne ou même pour vous si, en tant qu'auto-amélioration a fait pour pouvoir là-dessus, pour pouvoir améliorer au fur et à mesure ce truc. C'est un peu une sorte de feedback. Donc le process mining, c'est vraiment la dernière étape, mais ça, c'est quand vous êtes vraiment super bien structuré en termes de process. Là, on peut mettre cette démarche-là, donc c'est vraiment la dernière étape. Donc sur la partie, et j'ai fini et je pense que je suis un peu plus rapide que la dernière fois, ce qui est très bien puisque du coup, on a promis 30 minutes et j'ai réussi à peu près à le tenir, plus ou moins. Les impacts des process dans les organisations. Donc, vous avez 3 grands corps de famille. Le premier, c'est l'organisation dite pédagogique. Pourquoi est-ce qu'on parle d'organisation dite pédagogique? C'est-à-dire que finalement, ça permet à tout le monde de comprendre comment on travaille, comment on fonctionne. Et ça n'a pas de prix parce que du coup, à partir du moment qu'un collaborateur comprend
comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que l'entreprise fonctionne, alors pour lui ça a beaucoup plus de sens et donc alors il s'engage beaucoup plus. L'organisation pédagogique, du coup, on est très orienté, connaissance et donc du coup, on va améliorer la transmission des expertises. Puisque finalement tout est dans des modes opératoires, donc dès qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une solution absolument géniale, bah, du coup, il va la mettre ou modifier le mode opératoire et ce mode opératoire va être disponible à tout le monde et donc du coup, tout le monde va pouvoir accélérer sa façon de travailler et c'est là où vous avez la différence où effectivement dans une entreprise, il faut passer non pas en mode égo, c'est-à-dire que l'individu qui va dire: «Ah, c'est moi qui ai toute la connaissance, je suis super important dans l'entreprise et si je ne partage pas cette connaissance, ça veut dire que je suis encore plus important et donc du coup, voilà». Et là, souvent, ces personnes-là sont les premiers à partir pour un burn-out parce que finalement, ils sont ce qu'on appelle des expertises clés. Et donc, du coup, tout le monde va les voir pour faire quelque chose. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, on a vraiment cette partie-là. Il faut pas passer en mode éco, c'est que je partage tout ce que j'ai appris, je partage à tout le monde pour que tout le monde puisse aussi monter en compétences. Et là, on est sur une structuration d'organisation apprenante. On accélère la prise des postes, puisque du coup, fini l'époque où il fallait 2 ans pour qu'une personne puisse comprendre comment ça fonctionnait. Là, en 6 mois, avec des bons process, des bons modes opératoires, elle peut recopier et éventuellement les améliorer en fonction parce qu'une personne arrive en poste, bah, si elle arrive souvent, elle vient de l'extérieur quand c'est des embauches externes, c'est pour enrichir l'entreprise de nouvelles choses. Donc c'est complètement, entre guillemets, «à contre-courant» de lui imposer des modes opératoires de ce qui se faisait avant. Par contre, on peut très bien lui dire: «Bah, voilà comment on faisait avant, hésite pas à le prendre en main, essayer de recopier et essayer d'améliorer, voilà, si tu as des choses, toi, des autres expériences qui peuvent être mis en place». Donc on revient sur ce côté-là évolutif et bien sûr, on a en parallèle tout ça, ses conséquences, c'est la montée en compétences. Donc la structuration par process permet d'avoir ce 1er volet d'organisation pédagogique. Le second volet, c'est l'optimisation organisationnelle. C'est-à-dire qu'une fois on sait comment on fonctionne, une fois qu'on est structuré, bah, là, on peut commencer à mutualiser en se disant: «Ah bah, c'est bizarre, il y a 3 personnes qui font, des contrôles de gestion dans, 3 trucs fonctionnels différents. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une direction transverse ou un service transverse de contrôle de gestion qui serait mutualisé à l'intégralité du système?» Et voilà, le fait de cartographier, ça permet d'identifier ces différentes choses. Alors dans des petites boîtes, vous allez me dire: «Ouais, mais ça, c'est évident, tout le monde le voit». Oui, mais quand on est sur des PME qui commencent à passer 50, 60, 100, voire 200 collaborateurs, bah, du coup, c'est un peu plus compliqué de pouvoir voir cette espèce de mutualisation et de structuration et comment est-ce qu'on peut passer justement pour mieux mutualiser. Ça, c'est l'optimisation organisationnelle et la troisième partie, c'est effectivement l'automatisation. Donc là, on va prendre toutes les tâches qui sont dites à faible valeur ajoutée, qui sont répétitives, qui sont, embêtantes, qui pourraient être faites par un robot, par une machine, on les automatise. Donc du coup, on accélère, le transfert d'informations, les systèmes d'information, donc tout le monde a plus facilement l'information et en place. On, permet aux personnes de développer de nouvelles compétences qui vont être à plus de valeur ajoutée, donc clairement des compétences en termes de créativité, en termes de stratégie, en termes de pas mal de petites choses. Et la dernière étape, bah, justement, c'est que tout ça permet d'augmenter la qualité de vie au travail et d'augmenter la qualité de service au client. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, bah, ne peut vivre qu'en vendant, ce qu'elle produit et cette notion de qualité de service de plus en plus est importante. Elle est déjà beaucoup importante, mais là, c'est encore plus et le fait d'automatiser, ben, permet à avoir, bah, effectivement à vos conseillers clients, par exemple, d'avoir beaucoup plus de temps pour appeler le client, pour comprendre là-dessus, pour faire du sur-mesure parce que toutes les tâches qui lui prenaient, plus de 90 de sa journée, bah, finalement sont structurées dans l'automatisation. Donc ça, c'est les grandes familles de l'impact de justement de ce design, de cette cartographie de process, au sein des entreprises. Et donc du coup, c'est là où moi j'ai fini de parler, si je veux bien passer là-dessus et voilà, donc je vous remercie. Je vais mettre ma caméra s'il y a des questions, des retours ou ce que vous voulez. Juste pour information, le prochain webinaire, ce sera le 29 juin, donc c'est dans 2 semaines et là, on fera un peu la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toute cette structuration de process, bah, là, on peut commencer à réfléchir au système d'information et donc du coup, les différentes applications métiers, et comment est-ce qu'on peut les développer rapidement et pour pas cher parce qu'on utilisera un exemple d'un outil no code qui s'appelait Glide Apps et nous, on vous donnera l'exemple justement de l'application qu'on a créée pour pouvoir gérer nos temps, puisque nous, en tant que cabinet de conseil, ce qu'on produit, c'est de la production intellectuelle et du temps et donc du coup, c'est le cœur de notre métier. Donc on a structuré tout cela dans une application métier qu'on a développée sur du no code.
Voilà, je remonte ma tête. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours.